À présent sur l'élection présidentielle, Le 1 Hebdo qui consacre sa une avec cette question: peut-il perdre? C'est d'Emmanuel Macron dont on parle ici face à Marine Le Pen pour le second tour le 24 avril. Nos observateurs citoyens sont avec nous pour donner leur avis. Bonsoir Jean-Charles Acquenin et bonsoir également à Étienne Fourmont. Jean-Charles, on va commencer avec vous. Vous êtes retraité de l'audiovisuel, vous êtes à La Gaude dans les Alpes-Maritimes. Jean-Charles, en un mot très rapidement, pour qui allez-vous voter le 24 avril, si vous voulez bien nous le dire? Eh bien, Marine Le Pen. Je ne suis pas militant de Marine Le Pen, mais par choix tactique, je pense qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, de sortir Macron, quoi, tout simplement. Et vous nous en direz plus dans un instant. Étienne Fourmont est également connecté avec nous, agriculteur et youtubeur. Vous êtes à Viré, en Champagne, Étienne, dans la Sarthe. Vous allez voter pour qui le 24 avril? Eh ben moi, comme au premier tour, je vais voter Emmanuel Macron. Pour le second tour, c'est un choix qui moi personnellement, qui me paraît le meilleur. Voilà, vous êtes convaincus tous les deux de votre choix et vous nous direz un peu plus précisément pourquoi dans un instant. On accueillera également nos invités sur ce plateau. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse un point sur cette première semaine de campagne de l'entre-deux-tours et on fait cela avec Thibaut Franceschi. Une semaine de campagne et un enchaînement de déplacements pour les deux candidats. Lundi matin, Emmanuel Macron se rend à Denain dans le Nord, un terrain pas vraiment favorable. Ici, il n'est arrivé que 3e au premier tour. Marine Le Pen a dépassé les 40%. Il échange avec les habitants, inquiets de la réforme des retraites. À 60 ans, les gens décèdent de fatigue, etc., ceux qui ont travaillé à l'extérieur. Mais vous voulez que je dise quoi? Donc, on en est malade de votre réforme. Mais on va progressivement ajouter 3-4 mois par année. Il le sait, pour gagner, il doit convaincre un maximum d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Alors il se dit prêt à aménager son projet. Et je veux convaincre aussi des femmes et des hommes de sensibilités diverses. Pour convaincre, je dois rassembler. Et pour rassembler, je dois entendre et donc compléter le projet qui est le mien. Jeudi au Havre, ville d'Édouard Philippe, son ex-premier ministre. Il essaie justement de convaincre à gauche en parlant d'écologie, un thème absent du programme de sa rivale selon lui. Le projet de Madame Le Pen est de complètement stopper les énergies renouvelables et de le remplacer par des centrales nucléaires. Dans le projet que je porte, il y a les deux, parce que nous avons besoin des deux. Et sortir du renouvelable aujourd'hui est une aberration complète. Nous serions le seul pays au monde à le faire. En face, Marine Le Pen bat aussi le terrain. Devant des agriculteurs dans l'Yonne, elle martèle son principal axe de campagne, le pouvoir d'achat. Une façon aussi d'essayer d'attirer des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un autre nuage noir qui arrive sur la tête des Français et qui va être l'inflation des prix de l'alimentation. Des déplacements, mais aussi des conférences de presse pour la candidate. D'abord sur la démocratie, puis sur la politique étrangère. Elle maintient sa volonté de rapprochement avec la Russie. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. Pendant cette conférence de presse, une militante écologiste brandit une pancarte pour dénoncer sa proximité avec Vladimir Poutine. Elle est exfiltrée Manu Militari. Hier, Marine Le Pen remonte sur scène en meeting à Avignon dans le Vaucluse. Elle réaffirme son opposition ferme à la vision de son adversaire. La vision mondialiste d'Emmanuel Macron, elle prône la dérégulation et asservit l'homme aux logiques économiques et comptables, aux lois du marché. Prochaine étape majeure de la campagne, le débat d'entre-deux tours mercredi prochain. Et voilà pour ce résumé de la première semaine de campagne d'entre-deux tours. On en parle avec Julien Bisson. Bonsoir, rédacteur du 1 Hebdo. Et on évoque également tout cela avec nos invités sur ce plateau. Frédéric Michaud, bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint à Opinionway, auteur du livre Le sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages. À vos côtés, Benjamin Morel, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Et également sur ce plateau, Jean-Christophe Galéadi. Bonsoir Jean-Christophe. Vous êtes journaliste politique pour France Info. On connaît très bien votre visage ici sur le canal 27. Alors Jean-Christophe, comment est-ce qu'on analyse cette première semaine d'entre-deux tours? Est-ce qu'elle a bénéficié à un candidat ou à une candidate plus qu'à l'autre? Alors ce qui est sûr, on vient de le voir, c'est qu'ils rentrent coup sur coup.
Ils se suivent de très près, ils ne se quittent plus d'une semelle, j'ai presque envie de dire, ils se marquent à la culotte, on le voit. Alors, le premier à avoir tiré, c'est Emmanuel Macron, qui est rentré plus vite dans les déplacements de terrain. C'était plutôt diesel du côté de Marine Le Pen. Donc, en ce sens-là, on pourrait dire qu'il a marqué des points pendant cette semaine. Il a marqué des points aussi parce qu'il essaye de la corneriser à l'extrême droite. C'est quand même très intéressant. Elle qui avait réussi finalement au premier tour à passer presque pour quelqu'un de modéré par rapport à Éric Zemmour, tout d'un coup, le président sortant tente de la corneriser à l'extrême droite. Après, dire qui a gagné vraiment, on ne le saura que le 24 avril. En tous les cas, pour l'instant, on sent bien un jeu très serré et ils se rendent coup sur coup aussi, y compris par médias interposés. Et aujourd'hui, on a vu quelque chose d'intéressant tout de même, c'est que Marine Le Pen apprend presque d'Emmanuel Macron. Elle est allée sur le terrain, au contact des gens et moins dans des trucs très organisés avec un chef d'entreprise qui lui fait visiter son entreprise. On a le sentiment quand même que rien n'est joué et que ces deux-là se rendront coup sur coup jusqu'au 24 avril. Benjamin Morel, quelle lecture est-ce que vous faites, vous, de cette première semaine de campagne du second tour? C'est une semaine un peu à front renversé. C'est-à-dire que, souvenez-vous du premier tour, on avait un Emmanuel Macron qui voulait se présidentialiser et qui donc ne mettait pas vraiment les mains sur le terrain et avait plutôt justement cette vision ex-cathédra avec l'Ukraine, etc. De l'autre côté, vous avez une Marine Le Pen qui a fait, on l'a dit souvent, une campagne à bas bruit, en grande proximité et en évitant de se lancer dans des débats qui auraient pu lui nuire. Là, pour le coup, aujourd'hui, on a deux candidats qui ont les problématiques inverses. On a un Emmanuel Macron qui a besoin de se rapprocher du terrain, qui a besoin de montrer qu'il peut être à portée de baffe, alors que les enquêtes d'opinion montrent que ses traits de personnalité sont reçus assez négativement dans la proximité vis-à-vis des Français et dans, une forme d'accessibilité. Donc, d'où cette campagne de première semaine. Pour Marine Le Pen, il s'agit au contraire de se crédibiliser. Vous avez une Marine Le Pen qui peut apparaître crédible à une grande partie de l'opinion sur des sujets comme le pouvoir d'achat, mais sur l'international, elle est largement distancée par Emmanuel Macron. D'où l'intérêt de ces conférences qu'on a pu entendre, qui pouvaient paraître réverbatifs à certains Français, mais qui avaient pour objectif justement de montrer qu'elle était capable de parler d'international, de parler de démocratie, de parler de régalien. Maintenant, on rentre dans une dernière phase de la campagne où, pour le coup, il va falloir être beaucoup plus réactif, beaucoup plus actif, et là, on verra bien. Frédéric Michaud, on a vu toute cette semaine des appels du pied incessants de la part des deux candidats vers des électeurs de gauche et notamment ceux qui ont mis en troisième position Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Est-ce que ce sont ces électeurs qui vont faire l'élection, qui vont faire le second tour? Oui, absolument. C'est le trésor de guerre de ce premier tour, plus de 7 millions de voix. Donc c'est évidemment un réservoir de voix que les deux candidats vont essayer de capter à leur profit, avec des problématiques qui sont différentes évidemment pour ces deux candidats-là. Il y a aussi évidemment la réserve de voix des abstentionnistes, puisqu'on a quasiment atteint le record d'abstention à ce premier tour, plus de 12 millions de personnes qui se sont abstenues. Et de ce point de vue-là, vous savez que quand on regarde l'histoire des élections présidentielles, généralement, au second tour, il y a un surcroît de participation. Ça a été le cas dans 7 des 10 élections présidentielles. Il y a 3 exceptions, il y a 65, mais très peu de variations, c'est la première élection présidentielle, donc peut-être qu'il y avait encore un peu de méconnaissance. Il y a 69 parce que la gauche est éliminée. Et puis il y a 2017. La participation avait baissé de 3 points. Et là, on se retrouverait plutôt dans cette configuration-là, avec une hausse de l'abstention, peut-être une hausse record là aussi. Et donc, ça renforce le fait que les réserves de voix, en tout cas l'arbitre sans doute du second tour, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ces réserves de voix, on va peut-être regarder ce que ça donne pour le cas des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. En chiffres, selon un sondage quotidien que l'on reçoit de la part d'Ipsos Soprasteria, on voit aujourd'hui, regardez que 28% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon interrogés envisagent de voter pour Emmanuel Macron. Ça a diminué de 5 points par rapport à hier. Du côté de Marine Le Pen, ça représente 16% et donc en diminution de 2 points. Et les non exprimés, ça veut dire les indécis au stade, au moment du sondage, 56% plus 7 points. Benjamin Morel, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette indécision qui progresse ? Alors il faut voir, parce qu'on a, pour le coup, je parle sous le contrôle de mon voisin, mais on a des enquêtes qui ne sont pas forcément concordantes sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Dans certaines enquêtes, ils montent jusqu'à 40% de report pour Emmanuel Macron. Donc il faudra voir. Pour l'instant, on a une opinion qui est assez peu mûre sur ces sujets-là. On parlait tout à l'heure de l'abstention. On va avoir une participation différentielle qui probablement va être de diverses natures. C'est-à-dire que, grosso modo, dans une élection, vous avez une forte abstention
et où vous avez un résultat serré, celui qui l'emporte n'est pas celui qui a le plus large électorat, mais celui qui arrive le mieux à mobiliser son camp et ses réserves potentielles. Et donc là, vous avez à la fois l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et vous avez également les abstentionnistes qui restent. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'aller chercher des réserves qui ne sont pas que dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui ne se sont pas déplacées au premier tour et qu'elle peut potentiellement tenter de tirer de l'abstention si cet électorat pense qu'elle peut l'emporter. De l'autre côté, Emmanuel Macron a le problème inverse, c'est-à-dire qu'une partie de l'électorat Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, dit qu'a priori, il pourrait s'abstenir. Mais en réalité, si cet électorat sent le vent du boulet passer, c'est un électorat qui, in fine, au dernier moment, peut voter pour Emmanuel Macron. Et donc, on a un électorat Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui est assez ambigu, notamment dans celui qui pourrait passer à Emmanuel Macron. C'est un électorat qui, pour l'instant, peut s'abstenir s'il juge que Marine Le Pen n'a aucune chance, peut se déplacer s'il pense qu'au contraire, elle a une chance réelle. Frédéric Michon, on a vu justement que le score de Jean-Luc Mélenchon était l'une des surprises du premier tour. Est-ce que la participation des électeurs de Mélenchon au premier tour peut être l'une des surprises du second ? Oui, alors par définition, les surprises sont imprévisibles, donc tout est envisageable, mais vous avez raison, et ça explique aussi en partie ces reports de voix. 425 000 voix d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est dire à quel point certains de ces électeurs étaient convaincus qu'ils seraient qualifiés pour le second tour, ce qui a généré beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume, et donc une difficulté maintenant à rebasculer dans un second tour qui est la réédition du second tour de 2017. Ce qui crée aussi beaucoup de lassitude avec des électeurs de Jean-Luc Mélenchon quand on les interroge dans les études qualitatives, qui sont lassés de ce front républicain, qui n'y croient plus vraiment et qui pourraient être tentés par un vote blanc. Alors, Jean-Luc Mélenchon a donné des consignes qui sont beaucoup plus claires qu'en 2017. Pas une voix pour Marine Le Pen, mais ce n'est pas la même chose de dire pas une voix pour Marine Le Pen que de dire toutes les voix pour Emmanuel Macron. Ça laisse quand même la possibilité de voter soit pour le président candidat, soit de voter blanc ou éventuellement de voter nul. Et là aussi, il y a une des clés de cette élection. On avait vu en 2017 le taux de vote blanc exploser parce que les électeurs de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon ne se retrouvaient absolument pas dans cette affiche du second tour. On risque d'être dans la même configuration. Dans un instant, on va retrouver nos observateurs citoyens. Juste avant, Jean-Christophe. Non, on risque même d'avoir un surcroît d'abstention, certainement, parce qu'on n'est pas exactement dans la même configuration. Il y a de la lassitude, vous l'avez dit. Il y a aussi beaucoup de déception chez tout un électorat de gauche qui avait voté Emmanuel Macron en 2017, parfois dès le premier tour, mais en tous les cas assez facilement au second tour, sans se poser de questions, qui viennent de vivre 5 ans de présidence Macron qu'ils considèrent à droite. Et cette déception-là, elle peut aujourd'hui s'orienter dans un vote blanc plus que dans un vote Macron. Le Front républicain existe sans doute, comme l'a dit Édouard Philippe, toujours. Cependant, il me semble moins fiable que par le passé. On aura une abstention qui devrait être, je ne suis pas sondeur, mais qui devrait être sans doute plus importante que celle de 2017. Oui, c'est un front républicain qui est très érodé. Par ailleurs, il faut voir qu'il y a plusieurs électorats Mélenchon. Vous avez un électorat qui a une forte identité politique, et cette identité politique de gauche, aujourd'hui, est en grande partie frustrée. Et là, en effet, vous pouvez avoir une abstention. Ensuite, vous avez l'électorat issu, entre guillemets, des quartiers. Et cet électorat, on l'a vu, s'est mobilisé pour Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas évident à ce stade-là qu'il se mobilise pareillement pour Emmanuel Macron. Et on va donner la parole à des électeurs à présent, Julien. Oui, Jean-Charles Acquenin, vous êtes un de nos observateurs citoyens favorables à Marine Le Pen pour ce second tour. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant d'essayer d'attirer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pour ce second tour, alors même qu'il s'est ouvertement opposé à votre candidate ? Eh bien, justement, c'est très bien que vous me posiez cette question parce que je suis persuadé que les électeurs de Mélenchon ont compris, après 5 ans de Macron, que Macron n'est définitivement pas de leur bord, il n'est absolument pas social, il a un bilan catastrophique et je pense que ceux qui sont politisés dans leur rang sont capables de se rendre compte de ce qu'il a fait au service public, à tout le volet social, à l'hôpital, etc. Donc définitivement Macron n'est pas de leur bord. Donc en conséquence, ils doivent aussi se rendre compte que dans les prescriptions et de Mélenchon et de Marine Le Pen, il y a une défiance envers ce qui est la mondialisation et en particulier l'Europe. Et en fait, souvent on dit que le clivage en France n'est plus de gauche et de droite, mais il est entre les mondialistes et les souverainistes. Donc je pense qu'il y a énormément de points communs
entre les gens de la LFI et les gens de Marine Le Pen, les électeurs. Donc je suis confiant sur ce report de voix et je pense que Marine Le Pen va, surtout qu'elle a confirmé depuis des années que le social est important, elle n'est absolument pas la fille de son père, elle est absolument éloignée de tout le passé du Front National et elle a basculé sur, sincèrement, sur un souci social. Pour la France et remettre la France aussi du côté de la démocratie. Les mélenchonistes sont très sensibles à la fluidité démocratique, à la réhabilitation des objets démocratiques qui nous sont proposés. Elle a parlé du RIC, du référendum et de la proportionnelle. Donc décidément, il y a vraiment beaucoup de points communs du côté des mélenchonistes avec le programme du Front National. Voilà pour votre avis. Voilà pour votre avis, Jean-Charles. Merci de nous l'avoir donné. On va maintenant prendre l'avis d'Étienne Fourmont. Étienne, vous allez voter pour Emmanuel Macron, comme au premier tour, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez la sensation, vous, qu'effectivement, comme le dit Jean-Charles, les mélenchonistes pourraient plus voter pour Marine Le Pen que pour le candidat que vous soutenez ? En fait, c'est vrai que moi, dans ma tête, Mélenchon étant plutôt quand même de gauche ou d'extrême gauche, je me suis dit que ce serait logique que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon votent plutôt pour Emmanuel Macron, parce que les idées de Marine Le Pen étant assez extrêmes sur tout ce qui pourrait être l'économie, la santé, de ces choses-là, la sortie de l'Europe ou le rapprochement avec la Russie, ce qui m'inquiète beaucoup, je me suis dit, j'ai trouvé ça plus logique que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vote Emmanuel Macron. Après, dans cette élection qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est tellement éclaté quand on voit ce que nous disaient les sondages avant les élections et ce qui s'est réellement passé aux élections. C'est assez perturbant de se dire que les partis originaux n'existent plus et que maintenant il faut compter on vote plus sur des figures que sur des programmes en fait, parce que les gens se reconnaissent plus dans Emmanuel Macron ou dans Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon que dans véritablement des programmes. Et ça me paraîtrait logique que les gens de Jean-Luc Mélenchon votent pour Emmanuel Macron. Frédéric Michaud, une réaction à nos observateurs citoyens et à ces oppositions, cette volonté d'arriver à capter l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Les deux observateurs ont bien dressé le tableau des arguments en faveur de l'un et en faveur de l'autre. En réalité, quand on interroge les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui hésitent encore entre les deux candidats, on ne voit pas émerger beaucoup de leviers de bascule. On voit éventuellement le débat, mais on sait que les débats ont peu d'influence sur la transformation du rapport de force électoral. Éventuellement, les discussions de ce week-end pascal, on sait que c'est un temps de retrait, de réflexion, de discussion aussi avec... Déjeuner en famille. De déjeuner en famille, avec éventuellement on pourrait appeler, en toute proportion gardée, des leaders d'opinion au niveau familial. Ça peut avoir une petite incidence, mais le rapport de force n'est pas si serré que cela. On n'est pas en 74 où le rapport de force était vraiment 50-50, et là, le débat avait eu un enjeu, les discussions d'entre-deux tours, la campagne de l'entre-deux tours. Là, on est sur un rapport de force 54-55, qui n'est pas celui de 2017, mais qui est quand même relativement large. Nos deux observateurs citoyens ont fait référence, chacun pour leur candidat et candidate, à des éléments de programme. J'aimerais votre avis sur une sensation qu'on peut peut-être avoir, parce qu'il y a eu des appels au barrage. Du côté d'Emmanuel Macron, on appelle à faire barrage contre Marine Le Pen et on en appelle au Front républicain. Du côté de Marine Le Pen, on appelle à faire barrage contre Emmanuel Macron et donc à un front anti-Macron. On a peut-être un peu parfois quand même l'impression que cette campagne, elle se joue plus, Jean-Christophe, sur des barrages que sur des programmes. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas ? Alors, on a relativement peu parlé programme dans cette campagne, il faut bien le dire, ça c'est une réalité. L'actualité internationale, on le sait, la très courte campagne d'Emmanuel Macron, etc., ont rendu ça un peu difficile. Après, l'adage, c'est quand même, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine, donc au deuxième, est-ce qu'on ne fait pas nécessairement barrage, plus ou moins, au candidat d'en face? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de barrage qui revient, même si là, elle est explicite parce que même Marine Le Pen a décidé de faire un front tous sauf Macron. Voilà, c'est une possibilité. Après, il y a quand même des éléments de programme qui ressortent. Les candidats y font référence. Emmanuel Macron, pour tenter de convaincre un certain électorat de gauche,
gauchise ou saupoudre de verre son programme. Marine Le Pen, elle, essaye de ne pas se faire, là aussi, corneriser sur l'affaire du voile et continue à évoquer le pouvoir d'achat. Donc, on parle quand même programme. On n'est pas que sur des affaires de barrage. Benjamin Morel, est-ce que le fait justement d'appeler à faire barrage plutôt que de défendre à fond son programme, est-ce que finalement ça donne un caractère un peu négatif à cette élection? Je veux dire par là, est-ce que le vainqueur va pouvoir s'enorgueillir de cette victoire dans ce cadre-là? Alors de toute façon, pour le vainqueur, ça va être compliqué parce qu'en effet, mais c'est le cas en réalité du mode de scrutin, c'est induit par le mode de scrutin, vous avez de toute façon une opinion derrière vous qui part minoritaire. Alors vous pouvez avoir un effet qui va être un effet ensuite état de grâce pendant quelques mois, mais de facto jusqu'au législatif, ça va être difficile à traîner. Pour le reste, en réalité, il y a deux facteurs que vous avez identifiés. D'un côté, vous avez en effet un vote négatif avec deux candidats qui sont très clivants. Tant Emmanuel Macron que Marine Le Pen, aujourd'hui, sont des candidats qui ne sont pas fondamentalement impopulaires, mais qui sont très clivants au sein même de l'électorat. Et donc, vous avez une partie de cet électorat, notamment de l'électorat mélenchoniste, qui ne va pas voter pour, mais qui va voter contre. Le deuxième élément, c'est qu'on donne beaucoup d'importance aux identités politiques, en considérant que, par exemple, l'électorat mélenchoniste serait par essence de gauche. En réalité, vous avez une partie qui se sent réellement de gauche. Mais vous avez également une partie de l'électorat qui est plus fluide, qui est d'abord sensible à une offre politique. Et là, vous avez une double offre politique qui peut le mobiliser. D'un côté, sur les sujets migratoires, identitaires, vous avez un Emmanuel Macron qui va parler justement d'une Marine Le Pen qui est vue comme étant le négatif de Jean-Luc Mélenchon sur ces thématiques-là. Mais sur les sujets économiques et sociaux, notamment sur le sujet du pouvoir d'achat, sur le sujet également du rôle de l'État dans l'économie, là, c'est au contraire à front renversé. D'où la position de Marine Le Pen qui tente de capter cet électorat sur les sujets économiques. Et donc, vous voyez que cette opposition entre problématiques et cette opposition entre personnes, aujourd'hui, est l'élément structurant pour un candidat comme pour l'autre, pour arriver à capter une partie de cet électorat, plus l'électorat abstentionniste qui ne s'est pas déplacé et dont certains espèrent qu'il pourra éventuellement se déplacer pour son candidat. Frédéric Michaud, vous avez la sensation qu'on est dans un scrutin plébiscitaire, que c'est ça qui va jouer? Bon, la Ve République et l'élection présidentielle, c'est un scrutin hyper individualisé. Donc évidemment, il y a toujours une composante ou une dimension plébiscitaire dans un scrutin comme l'élection présidentielle, a fortiori au second tour. Mais ce que cette élection, est-ce que cette campagne électorale qui n'a pas vraiment eu lieu ou qui a été rétrécie, comme vous le disiez, nous dit, c'est que la fatigue démocratique à laquelle nous assistons depuis plusieurs années, qui s'est amplifiée sous le quinquennat qui s'achève, n'a pas été réglée par cette campagne électorale. Une campagne électorale, c'est créer de la mobilisation. Il y a eu un record, il y a eu une abstention très élevée, ça risque d'être le cas à nouveau. Et c'est trancher les grandes options pour le pays. Confrontation de vision. C'est ce qu'on n'a pas vraiment fait. Et par conséquent, les problèmes ne sont pas tranchés et seront sans doute reportés à l'automne, au tout début du prochain quinquennat, quel que soit le président ou la présidente élue. J'aimerais qu'on parle des points forts et des faiblesses des candidats à présent, parce que c'est aussi ça qui va être intéressant dans la semaine qui reste. Avant de vous entendre, messieurs, je vais donner la parole très rapidement à nos observateurs citoyens. Jean-Charles et Étienne, j'aimerais que chacun, vous me donniez un point fort et un point faible, selon vous, du candidat ou de la candidate que vous soutenez. Jean-Charles, vous commencez. Le point faible de Macron, c'est son bilan. Faut quand même se rendre compte que je n'arrive pas à croire que des LFI vont voter pour la retraite à 65 ans et puis pour la destruction des services publics. Donc oui, le point faible, c'est celui de Macron, c'est le bilan de Macron, mais ce qui est désolant, c'est que nous sommes tous frustrés en tant que Français de ne pas pouvoir accéder à ce bilan, et Marine Le Pen aimerait bien le dénoncer, ce bilan de Macron, mais apparemment, il est très difficile de porter cette voix. J'aimerais aussi mettre un coin dans ce qu'on dit du point faible de Marine Le Pen au niveau de l'international. Au contraire, Macron est totalement décrédibilisé au niveau international. Il a été ridiculisé par Trump, par Poutine, le contrat des sous-marins, je regarde ma fiche. Et puis, au Liban, il a dit oui, si vous êtes sage, je vais tout régler. Il ne s'est rien passé. La débandade du Mali. Il y a absolument, il est sur tous les fronts internationaux. Et puis, dernièrement, la façon dont il
il a été ridiculisé par Poutine. Il est complètement décrédibilisé au niveau international et au contraire, Marine Le Pen prend à travers son discours sur justement ce rapprochement nécessaire, puisque je vous rappelle que les Américains font tout depuis des décennies pour empêcher l'Europe de se rapprocher de la Russie. C'est dans leur intérêt. Elle, au contraire, elle a une vision gaullienne de cette relation de l'Europe avec la Russie et elle prend vraiment un point d'avance en ce qui concerne la politique internationale, à contrario de tous les commentaires. Merci Jean-Charles. On va laisser la parole très rapidement, s'il vous plaît, à Étienne. Étienne, puisque Jean-Charles nous a donné deux faiblesses, l'une de Emmanuel Macron et l'une de Marine Le Pen, qu'il a tournée finalement en positivité. Faites la même chose, s'il vous plaît, pour votre candidat et pour la candidate pour laquelle vous ne voterez pas. Moi, ça va être relativement simple. En fait, moi, sa force, évidemment, c'est son expérience. Sur le bilan, j'ai pas mal voyagé à l'étranger. En fait, j'ai de la famille aussi à l'étranger qui me disent: vous avez un bon président. Voilà, il est jeune, il a fait des bonnes choses. Alors c'est vrai que de l'extérieur, j'ai plutôt l'impression qu'on a un bon président. Quand j'ai travaillé à l'étranger aussi, j'ai vu le bilan de la France par rapport à notre sécurité sociale, par rapport à la sécurité aussi des salaires et toutes ces choses-là. Donc, alors mon grand-père disait toujours: quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Moi, quand je compare la France avec le reste du monde, je trouve plutôt ça rassurant, son bilan. Après, évidemment, Marine Le Pen, c'est son historique, c'est sa famille, c'est son inexpérience dans la politique. C'est toutes ces choses-là, qui feront que, pour moi, c'est pas du tout la candidate qu'il faut. Et surtout, ce rapprochement avec la Russie, j'ai pas de souci avec la Russie, avec le peuple russe, je pense que j'ai aucun problème. Mais se rapprocher de Poutine, qui est quand même, qui a attaqué un pays souverain, je comprends pas qu'on puisse en arriver là, quoi. Donc, le choix naturel, c'est Macron pour moi, quoi. Merci Étienne pour votre avis. Frédéric Michaud, est-ce que justement ces candidats, vous l'avez dit, on n'est pas à 50-50, c'est pas totalement serré. Est-ce qu'elle peut mettre Marine Le Pen en avant des points forts qui pourraient changer les choses dans la dernière semaine de campagne? Il y a deux points forts qu'elle pourrait exploiter quand on regarde les images comparées. D'abord, elle incarne le changement. Et dans les élections présidentielles précédentes, le slogan du changement a quand même beaucoup joué. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, en tout cas dans les perceptions des Français, elle donne le sentiment de mieux comprendre les préoccupations des Français, d'avoir une plus grande proximité relationnelle avec les citoyens. Voilà peut-être les deux points forts sur lesquels elle pourrait jouer le contraste avec Emmanuel Macron en termes d'image en tout cas. Alors, Benjamin Morel, vous allez nous donner les points forts d'Emmanuel Macron et puis Jean-Christophe, vous nous ferez la synthèse de tout ça. Benjamin, allez-y. Emmanuel Macron est le sortant, ce qui pose des problèmes en termes évidemment d'assumer un bilan, etc. C'est toujours plus compliqué, mais ça vous pose également comme président de la République. Alors, il ne faut pas oublier qu'une élection présidentielle, vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'elle est plébiscitaire ? C'est avant tout le choix d'une incarnation. Et Emmanuel Macron arrive à incarner à l'international, il l'a montré, il peut jouer là-dessus. Le deuxième élément, c'est que vous avez un Emmanuel Macron qui incarne une forme de continuité et donc peut apparaître pour une partie de l'opinion qui aurait peur du changement qui est incarné par Marine Le Pen comme étant plus rassurant. Et ça, évidemment, c'est un capital important. Jean-Christophe. Écoutez, ce sont deux candidats qui sont peut-être ceux qui auront le moins les voix des gens de LFI, des vrais gens de LFI, pas des autres électeurs dont on a parlé qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, parce que un est ultralibéral, l'autre vient de l'extrême droite. Bon, a priori, c'est pas trop, la cam de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. Merci de m'aider. En revanche, ce qui est vrai, c'est que d'un côté, Emmanuel Macron essaye de gauchiser son discours. De l'autre, Marine Le Pen, elle est quand même la seule candidate, entre guillemets, anti-système du second tour. Ça pourrait plaire à des gens qui se sentent proches de Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, c'est vrai, un de vos observateurs citoyens le faisait remarquer, elle est aussi celle qui promeut le référendum d'initiative citoyenne. C'est vrai que ça peut les rapprocher aussi. Je pense que là, la bataille pour les électeurs, qu'ils soient abstentionnistes ou de Jean-Luc Mélenchon, n'est pas jouée. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette discussion dans le 18-20 de France Info. Merci, Julien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Lucie. À la semaine prochaine. Et merci beaucoup à nos deux observateurs citoyens, Jean-Charles Acquenin et Étienne Fourmont, d'avoir donné leur avis sur la question de l'élection présidentielle et sur les candidats